Estamos en la sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional. Impresionante este lugar, impresionante este lugar. Hace minutos me mostraron un diario de 1832. Pero el motivo de encontrarnos aquí es otro. El motivo es conversar con Elizabeth Roudinesco, teórica, historiadora del psicoanálisis, doctora en letras, en filosofía, con una trayectoria impresionante, que vino a la inauguración aquí en la Biblioteca Mariano Moreno, en nuestra Biblioteca Nacional, vino a la inauguración de este Centro de Historia del Psicoanálisis, o de Historia Sí, ese es exactamente como se denomina este centro, que a mí me parece una iniciativa importantísima, realmente muy, muy importante. Y Elizabeth Roudinesco es quizás la persona ideal para estar aquí en este momento, no solo por sus 3 tomos de historia del psicoanálisis, también por la excelente biografía de Jacques Lacan que ella escribió, y hace muy poco, hace unos 2 o 3 años, devoré, esta es la verdad, devoré la biografía que escribió sobre Freud. Bueno, ha trabajado con Deleuze, con Michel Foucault, en fin, es Elizabeth Roudinesco. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué significa para usted que se inaugure en la Argentina un centro como este? Ça me paraît en effet très important qu'un centre comme ça soit créé ici en Argentine, dans une institution officielle. Ça n'existe pas en France. On n'a pas un centre officiel de dépôt d'archives, d'histoire de la psychanalyse. Je pense que Alejandro Dagfal, qui a fait sa thèse avec moi en France, est le plus capable de diriger ce centre. C'est difficile d'obtenir les archives du mouvement psychanalytique. C'est très très difficile parce que les acteurs du mouvement et les enfants des acteurs ne donnent pas facilement les archives. Et un historien, moi j'ai constitué mes archives par des interviews, par à peu près 30 ans de travail en ce qui concerne la France. Aujourd'hui, les archives de Lacan, je les ai constituées parce que la famille n'a rien donné. J'ai tout volé, entre guillemets, mais pas volé illégalement, mais par les interviews, par des gens qui avaient connu Lacan, qui m'ont donné les lettres, qui m'ont donné leurs témoignages. Et souvent, un historien est contraint de faire son travail au départ contre les familles. Les familles ne veulent pas d'histoire. Et le mouvement psychanalytique, d'une manière générale, il ne veut pas beaucoup de son histoire. Donc, à la première génération comme ça, il faut du caractère pour arriver à gérer un centre comme ça. Ce n'est pas du tout le même problème, naturellement, pour Freud aujourd'hui. En la conferencia que usted dictó en la Biblioteca Nacional, habló del psicoanálisis en el mundo contemporáneo. Y es un mundo donde el narcisismo ha ganado un lugar central. Hay un reemplazo de Edipo por Narciso. Esto proviene de su conferencia, desde su charla. También están las psicoterapias breves que promueven la felicidad. ¿Cómo ve usted este momento y esta constelación tan particular? J'ai dit qu'on était passé d'Édipe à Narcisse parce que les problèmes psychiques des gens, des personnes, à partir des années 1960-70, il y avait beaucoup moins de frustration. Le divorce existait, les femmes étaient émancipées, il n'y avait plus les frustrations sexuelles épouvantables du début du siècle à Vienne. Et donc, les pathologies, c'était entre soi et soi. C'est ce qu'on a appelé les pathologies narcissiques, avaient remplacé les pathologies conflictuelles, plus hystériques. Mais c'est une évolution de la société. En ce qui concerne la psychanalyse, au fond, ça ne change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. On s'occupe du sujet qui souffre. Voilà. Mais il ne souffre pas de la même façon. Et par certains côtés, à partir des années 70, ça devenait encore plus intéressant de ne pas reprocher à la société
de fabriquer des névroses et de montrer que les névroses étaient en partie seulement, fabriquées par les personnes elles-mêmes. Donc, c'est intéressant. Je vais prendre un autre exemple. À partir du moment où l'homosexualité était dépénalisée, autorisée, eh bien, au lieu d'avoir un peuple de maudits obligé de se cacher, contraint à la clandestinité, on a eu des homosexuels libres, ce qui est une très bonne chose, et du coup, ils étaient névrosés. Et ils avaient le droit d'exprimer leur névrose, et donc ils venaient en analyse. C'est un problème fondamental. Il faut une liberté de droit, pour que les gens puissent exprimer librement leur intimité. Par exemple, dans les pays de théologie, les pays de l'islam, les femmes n'ont pas le droit de parler. Elles ne peuvent pas venir chez un psychanalyste parce que les maris mettent la famille s'approprie les consciences. Donc il faut une liberté de conscience, il faut des pays où on a une liberté pour venir parler chez l'analyste. ¿Usted está de acuerdo con esta idea de la caída del padre, la caída de la ley en el mundo contemporáneo? ¿Esto genera nuevas patologías? Oui et non. Oui et non. Las dos cosas. Il est certain que la psychanalyse freudienne a accompagné la déconstruction de la figure de l'autorité paternelle. C'est très clair chez Freud. Hein. Les pères étaient défaillants à la fin du XIXe siècle à Vienne. On déconstruisait l'autorité du père avec la rébellion des fils. Au fond, c'est ça, Édipe. C'est le fils qui hérite d'une situation épouvantable, d'avoir été abandonné, etc. La psychanalyse a accompagné les transformations de la famille. Et c'est la raison pour laquelle il a bien fallu trouver un substitut à la défaite du père dans la réalité, à la libération des femmes, aux droits des enfants, pour restaurer symboliquement une autorité défaite dans la réalité. J'espère que c'est assez compréhensible. Donc, progressivement, dans nos sociétés où il y a de plus en plus l'égalité des droits, où en effet le patriarche autoritaire n'existe plus, ça n'empêche pas que les pères existent. Simplement, ils sont différents. Ça ne veut pas dire que les femmes sont des hommes, que les hommes sont des femmes, mais ça veut dire que, en effet, c'est peut-être plus difficile parce qu'on est confronté plus à soi-même. Il est difficile au bout d'un certain temps, surtout quand on a 35 ans, on ne peut quand même pas accuser en permanence et toute sa vie les parents, le mauvais père, la mauvaise mère, même si c'est vrai, il y a un moment, il faut se prendre soi-même en charge. Et la psychanalyse d'aujourd'hui, comme les psychothérapies, elle exige, entre guillemets, du sujet, qu'au lieu d'accuser en permanence la société, la famille, d'être responsable des troubles, il se demande quand même si ça ne vient pas un peu de lui. Voilà. Autrement dit, dans les cures analytiques, logiquement, on se réconcilie avec soi-même. Je ne dis pas qu'on se réconcilie avec une famille épouvantable. Bon. Mais on a le choix de ne plus les voir, de continuer à les voir sans les accuser, en sachant qu'ils ne changeront pas, voilà, ou de rompre complètement. Voilà. Et c'est un choix. Voilà. Et dans les analyses, ça peut arriver qu'un sujet est une famille tellement détestable qu'il choisit de plus la voir. Mais en général, l'analyse aide à ce détachement, parce que la haine de l'autre est beaucoup plus forte. Ça, c'est Freud qui l'a montré, que l'amour de l'autre. Autrement dit, on peut rester attaché à quelqu'un parce qu'on le hait. Voilà. Et on passe sa vie à le haïr. Et ça, il faut en guérir. Voilà. Et ça, il n'y a que l'analyse qui peut permettre d'explorer cette répétition qui fait que la répétition de la haine chez un sujet fait qu'il va toujours choisir un conjoint qui répète la haine. Donc il faut sortir de là. Et ça, c'est passionnant.
Realmente ha sido un placer, Elizabeth Rudinesco, conversar con usted. Francamente, un enorme placer para mí como periodista, ¿no? Como un simple entrevistador. Muchas, pero muchas gracias. Elizabeth Rudinesco en otra trama, por supuesto, y enseguida regresamos.